commentaires francs et directs pour mettre en lumière l'actualité du jour. 98.5 Montréal. Voici Lagacé le matin. En remplacement de Patrick Lagacé, voici Louis Lacroix. Content ce matin de voir les réactions de Dominique Leblanc, Chrystia Freeland, qui semblent enfin comprendre le message qu'on a besoin d'un plan pour sécuriser les frontières face à l'immigration. C'est pour ça que je me suis dit, je vais annoncer mes intentions, mais je voulais un peu faire la preuve que nécessairement on associe avenir politique et départ de nos jours. Comme si c'était la seule issue, comme si tout le monde voulait déserter le monde politique. Il faut trouver tous les moyens nécessaires pour respecter l'engagement que l'on a pris. On comprend qu'il y a beaucoup de pression sur la demande, on en a parlé beaucoup, vieillissement de la population, mais on va respecter nos budgets. Alors, c'est non négociable, c'est ça depuis le début. Ce sont des sujets dont on va parler dans quelques minutes et dans l'émission également. Là, vous entendiez le docteur... pas le docteur, le ministre Christian Dubé, qu'on va recevoir un peu plus tard dans l'émission, parce que c'est le jour 1 de Santé Québec dimanche. Alors, ça s'en vient très rapidement. On va essayer de comprendre ce que ça nous réserve comme Québécois et comme usagers du système de santé. Mais commençons avec la météo. La météo aujourd'hui, c'est un temps généralement nuageux. On parle de 40 % de risque de chute de neige pour cet après-midi. Il pourrait y avoir donc pas d'accumulation là, parce qu'il va faire 3 degrés. Ça va fondre au fur et à mesure, j'ai l'impression. Ce soir et cette nuit, cependant, généralement nuageux, 30 % de risque de chute de neige. Il fera 0. Alors là, ça pourrait laisser une trace. Samedi, généralement nuageux. Encore une fois, des risques de neige à 30 % pour le matin. Maximum de 2 degrés et un aperçu pour dimanche. Encore une fois, 60 % de risque de chute de neige avec un maximum de plus 1. Il fait moins 1 degré en ce moment à Montréal. Une histoire dont on va parler beaucoup, c'est la une de la Presse Plus ce matin. Un contrat qui a été mis sur la tête du journaliste Daniel Renault, le tueur à gages Frédéric Silva, un assassin notoire qui est maintenant rendu délateur pour la Sûreté du Québec, a mis un contrat sur la tête du journaliste de la presse, Daniel Renault. En 2021, il offrait 100 000 $ à quiconque réussirait à tuer M. Renault. Il faut comprendre qu'à l'époque, Silva était en attente d'un procès. Même c'était pendant son procès pour meurtre. Il était donc en prison. Alors, à partir de sa cellule, il a commandé le meurtre de Daniel Renault. Heureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, Silva a raconté aux policiers de la Sûreté du Québec, avec qui il s'est attablé maintenant, là, parce qu'il est rendu délateur, qu'en 2021, alors qu'il était détenu, jugé pour 3 meurtres, une tentative de meurtre, il a contacté 2 personnes influentes du crime organisé à l'extérieur des murs de la prison. Et là, il leur a expliqué qu'il voulait faire tuer Daniel Renault, qui couvrait son procès à ce moment-là. Il semble que M. Silva n'aimait pas la façon dont M. Renault, ou en fait que ça le dérangeait, que Daniel Renault couvre le procès. Alors, les gens à qui il avait parlé étaient réticents à passer ce contrat, à faire ce contrat. Mais finalement, ils ont dit, OK, si tu veux, on va être avec toi dans tes décisions. Mais finalement, ça n'a jamais été fait. Et quelques temps plus tard, il avait décidé d'abandonner cette demande-là. Mais il avait même essayé de trouver une façon de le faire, une espèce de guet-apens là, qu'on voulait tendre à Daniel Renault en lui disant, viens, on a des renseignements pour toi sur les gangs de rue, etc. C'était à l'époque où ça se tirait à qui mieux mieux là, dans les rues de Montréal. Alors, on l'aurait attiré à un endroit, soi-disant, pour lui donner de l'information et par la suite, on l'aurait exécuté. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé. C'est la Sûreté du Québec qui a avisé Daniel Renault de cette affaire parce que, comme je le disais tout à l'heure, Frédéric Silva, maintenant, est rendu délateur. Alors, comme on veut se servir de son témoignage dans d'autres dossiers criminels, on lui demande de faire l'espèce de bilan criminel de sa carrière et pendant son témoignage, aux enquêteurs de la Sûreté du Québec, il leur a fait cet aveu. Évidemment, c'est un aveu très important. On se souvient de Michel Auger, le journaliste du Journal de Montréal, qui, lui, avait été victime d'une tentative de meurtre. Heureusement, il s'en était tiré. C'était en septembre 2000.
M. Auger est décédé maintenant. Il est décédé il y a quelques années. Je pense que c'est en 2020. Mais ça avait semé beaucoup d'émoi, bien sûr. Mais qu'on s'en prenne à des journalistes qui font juste leur travail, dans le fond, et qui ne sont pas des acteurs du crime organisé, ça devient quand même assez inquiétant. C'est d'ailleurs le point de vue que démontre, en fait, ce matin, l'éditeur adjoint le vice-président, en information, éditeur adjoint de la presse, François Cardinal. Ce qu'il dit, M. Cardinal, ce matin, c'est que, comme Michel Auger avant lui, comme Jean-Pierre Charbonneau également, qui lui avait été visé à l'époque où il était journaliste au Devoir, ça fait plusieurs années de ça, bien sûr, c'est un choc que de tels actes puissent non seulement avoir lieu au Québec, mais qu'ils puissent se répéter dans le temps, comme si le monde interlope ne respectait plus aucune règle non écrite. On le voit dans les tirs aléatoires, les attaques et les coups de feu qui se multiplient à Montréal. Ce geste barbare contre un reporter devrait aussi servir d'acte d'intimidation à l'endroit de ses collègues journalistes qui couvrent les affaires criminelles. Donc, c'est pas normal que dans notre société, dit François Cardinal, on en soit rendu là. Il y a une espèce de code également chez les journalistes que quand on couvre des affaires criminelles comme ça, les renseignements personnels, les familles, par exemple, des criminels, des membres de la mafia ou encore des groupes motards, on ne touche pas à ça. Le travail que tu fais comme journaliste, c'est d'enquêter sur les crimes que font ces gens-là, mais les familles, justement pour éviter de faire des victimes parmi les gens qui n'ont rien à voir là-dedans, finalement, dans les crimes. Alors, il y a comme des codes qui sont... Et là, on semble ne plus respecter ces codes-là de tout temps. Même la mafia a toujours été hésitante, n'est-ce pas, à s'en prendre aux journalistes. Alors, c'est quand même une menace importante à l'égard de la liberté de presse. Et François Cardinal le souligne ce matin en réaction à cette nouvelle. Vous lirez ça dans la presse. C'est vraiment très inquiétant. Bon, je le mentionnais tout à l'heure, Santé Québec va naître dimanche prochain. Le ministre Dubé va être avec nous un peu plus tard, vers 7h25. Mais quand même, vous savez qu'en marge de la refonte de notre système de santé, il y a des négociations importantes qui ont cours actuellement entre le gouvernement et notamment les fédérations de médecins, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, également la Fédération des médecins omnipraticiens. Ce qu'on apprend ce matin, sous la plume de Tommy Chouinard, toujours dans la presse, il y a un accroc dans les relations entre le gouvernement Legault et Santé Québec à la veille de l'entrée en fonction de la Société d'État. C'est que dans ces négociations-là, c'est Sonia Lebel qui les mène, les négociations. C'est pas elle directement, là, c'est par le biais du Conseil du Trésor, bien sûr. C'est pas elle qui est à la table. Mais Santé Québec aurait voulu être à la table parce qu'ils se disent c'est nous autres qui allons être chargés de gérer le réseau de la santé. Mais le gouvernement en a décidé autrement. Le Conseil du Trésor a dit non, Santé Québec ne sera pas à la table. C'est nous qui allons mener ces négociations-là. Alors, semble-t-il que ça a créé un certain malaise à Santé Québec, des discussions qui ont eu lieu sur le rôle de Santé Québec dans le cadre de cette négociation-là. Ce qu'on peut apprendre, c'est que la Société d'État, c'est que le gouvernement est représenté par des négociateurs du Conseil du Trésor. Le ministère de la Santé a 2 sièges. Et là, Santé Québec disait, nous autres aussi, on aimerait ça être là. Finalement, on a dit non, il n'y en a pas question, vous ne serez pas là. On va parler à M. Dubé un peu plus tard, à savoir pourquoi on a pris cette décision. Et voilà, et toujours concernant Santé Québec, on apprenait hier également que le site Internet de mise en candidature de Santé Québec n'affichait plus aucune offre d'emploi. La situation était la même mercredi soir, selon la Fédération de la santé et des services sociaux, pour les fameuses équipes volantes qu'on voulait déployer sur la Côte-Nord, notamment en Outaouais, également en Abitibi. Alors, il semble qu'on ne recrute plus. On posera la question à Christian Dubé aussi. Alors, un gros menu de M. Dubé aujourd'hui. J'espère qu'il est prêt. Je pense qu'il doit l'être. Bon, hier, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, a semé l'émoi, n'est-ce pas? On s'attendait à des nouvelles percutantes parce que la veille, elle avait envoyé, n'est-ce pas, une convocation aux journalistes en disant « Demain, je vais faire le point sur ma carrière politique. » Or, quand elle a fait sa conférence de presse, elle a dit qu'elle restait. Alors, il n'y avait pas de nouvelles dans l'affaire. Alors, certains journalistes, je vais vous le dire honnêtement, n'ont pas trouvé ça drôle. On trouvait que c'était un peu de la manipulation jusqu'à un certain point, mais Catherine Fournier savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a envoyé cette convocation. En fait, elle voulait faire une espèce de
d'éveil au fait que, oui, il y a des gens qui quittent parce que c'est vrai que la tâche d'élus, surtout au monde municipal, là, parce que c'est très près des citoyens, ça peut être ardu, ça peut être prenant. Il y a des maires qui ont décidé de partir, la mairesse notamment de Sherbrooke, de Gatineau, Valérie Plante également plus près de nous. Or, ce que dit Mme Fournier, c'est que la politique municipale peut être faite différemment dans le respect, l'ouverture et la non-partisanerie, dit-elle. Elle déplore le ton acrimonieux des échanges et elle dit qu'elle veut rester, encore une fois, parce qu'elle n'a pas fini son travail. Mais elle espère qu'en restant à la tête de la ville de Longueuil, ça va peut-être inciter des jeunes à se lancer en politique. Bref, c'était une espèce de stunt, j'allais dire, en faveur de l'accession à la tâche de politicien par les jeunes qui pourraient être intéressés à ça. Alors, ça n'a pas plu à tout le monde, là. Hier, les rumeurs allaient bon train, là, hier matin, avant 10, parce que la nouvelle est sortie vers 10 heures à peu près, là, un petit peu avant 10 heures, qu'elle restait. Je vais vous dire une chose, ça spéculait à peu près partout dans les salles de nouvelles sur l'avenir de Mme Fournier. Bien sûr, on a beaucoup parlé hier également de cette fameuse menace là, de Donald Trump d'imposer des droits de 25 % sur les produits qui sortiraient du Québec. Également, pas du Québec, mais du Canada, pas juste du Québec, du Canada, mais du Mexique aussi. Et il semble que la position de Justin Trudeau, qui serait prêt à négocier une entente commerciale avec les États-Unis, mais sans le Mexique, eh bien, ça a été jugé comme étant une trahison de la part des politiciens mexicains, parce qu'on trouve que c'est un peu un manque de solidarité, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire oui, on est solidaire avec nos amis du Mexique, puis tout ça, mais à un moment donné, dès qu'il y a une embûche, on les laisse tomber. Alors, ça a été vu un peu comme une erreur de l'administration de Justin Trudeau dans ce dossier-là, une erreur diplomatique en tout cas. Mais ce qu'on a appris hier, bien sûr, c'est que on va quand même avoir un plan là, à la frontière pour renforcer les effectifs qu'on a, notamment les agences de douane et aussi les policiers de la GRC qui vont être plus présents le long de la frontière. Pas juste dans les postes frontières. Le problème, c'est pas les postes frontières, parce que ça, on les contrôle. Le problème, c'est entre les postes frontières. On sait que le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière au monde qui est non surveillée. Alors là, il va falloir qu'elle soit davantage surveillée. Hier, Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique, et Chrystia Freeland également a dit qu'on allait accentuer les contrôles à la frontière. Ça a été bien accueilli, notamment par François Legault, qui, lui, le demande à grands cris depuis fort longtemps. Mais c'était drôle hier de voir le changement de position et la solidarité qu'offrait François Legault avec Justin Trudeau en disant qu'il faut parler d'une même voix, alors que pendant des mois et voire des années sur les enjeux de l'immigration, les deux hommes ont été à couteau tiré. Alors là, il faut parler d'une seule voix. Mais la veille, François Legault n'était pas trop content de la façon dont s'était déroulée la rencontre entre les premiers ministres. Hier, il avait changé son fusil d'épaule et il était davantage content. Bon, il y a deux nouvelles dans le Journal de Montréal ce matin qui sont un peu liées et qui se complètent jusqu'à un certain point et qui pourtant sont à des milliers de kilomètres de distance. Les proxénètes n'ont jamais été aussi actifs pour solliciter et recruter des jeunes filles dans l'industrie du sexe, et ce, à cause de Snapchat, Instagram, TikTok, qui facilitent les approches et projettent une image glamour, attrayante et lucrative du milieu. C'est ce que nous apprend un article qui est écrit par Catherine Lamontagne et Denis Thériault dans le Journal de Montréal ce matin, où ce qu'on raconte, en fait, c'est qu'avant, les proxénètes, ce qu'ils faisaient quand ils voulaient trouver des jeunes filles, ils se rendaient dans les centres commerciaux, dans les parcs. Ils devaient sortir à l'extérieur et aller recruter en tant que tels. Sauf que là, ils n'ont plus besoin de faire ça. Ils peuvent faire ça de chez eux, simplement sur Snapchat, en faisant valoir que cette vie-là peut être glamour jusqu'à un certain point, des produits de luxe, des voitures de luxe, des vêtements de luxe, etc. Donc, ils n'ont plus besoin de se déplacer pour aller chercher justement des victimes, parce que je pense que ce sont des victimes. Alors ça, c'est très intéressant, ce dossier-là, ce matin, dans le Journal de Montréal. Mais là où je dis qu'il y a deux nouvelles qui se complètent, c'est que un petit peu plus loin dans le journal, et Fred va y revenir un peu plus tard, on apprend bien sûr que le Parlement australien a approuvé hier une loi qui va interdire l'accès aux réseaux sociaux
pour les moins de 16 ans. C'est une des mesures les plus strictes au monde. Moi, je ne sais pas comment on va être capable d'appliquer ça, mais en Australie, à compter de l'an prochain, parce que ça va prendre 1 an avant que la loi soit en action, soit effective, ben, on ne pourra plus entrer membre d'un réseau social comme par exemple TikTok, Facebook ou autres. Et les amendes là, pour non-respect sont assez importantes. Évidemment, ça s'adresse davantage aux plateformes là, qu'aux individus, mais ça peut aller jusqu'à 50 millions de dollars d'amende. C'est énorme. Le premier ministre, lui, ce qu'il a dit, entre autres, c'est que c'était des plateformes qui favorisaient les escrocs, des outils de prédateurs en ligne. Alors, c'est là où ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, justement, sur la facilité des proxénètes à faire du recrutement par le biais des médias sociaux. Mais donc, cette interdiction est l'une des plus strictes au monde. Le texte ne fournit presque aucun détail sur les modalités d'application, c'est-à-dire qu'on ne dit pas comment on va devoir faire ça, mais déjà dans l'article, il y a un petit gars de 12 ans qui dit que lui, il va trouver un moyen pour contourner ça, mais à 12 ans, lui, il veut être sur les médias sociaux, puis c'est pas la loi australienne qui va l'en empêcher. Alors, c'est dire à quel point ça risque d'être difficile d'application. Et tiens, on va terminer avec la direction de Post Canada qui est bien payée malgré le fait que ses employés soient en grève. Ce qu'on apprend ce matin dans le journal Le Droit, c'est que les patrons du groupe d'entreprises de Post Canada, je dis groupe d'entreprises parce qu'il y a Post Canada, mais il y a aussi Purolator, qui est une filiale de Post Canada. Et là, on nous dit que en 2023, les principaux dirigeants de Post Canada et de Purolator se sont partagés 15 millions de dollars en revenus. Alors, c'est payant de travailler chez Post Canada, mais à condition d'être cadre. Si on se fie au rapport annuel qui englobe les résultats financiers des deux entités, eh bien, la rémunération des patrons a augmenté de 50 % depuis 2014. C'est passé de 10 millions en 2014 à 15 millions de dollars cette année, en fait l'année passée. Et sur la même période, les résultats de la société ont quant à eux chuté pour atteindre des pertes de 296 millions. Alors, les revenus de rémunération des cadres augmentent, mais les bénéfices de la société d'État baissent. Alors ça, et même, non seulement les bénéfices baissent, il n'y en a plus, c'est des pertes. Et donc, le PDG de Post Canada, qui s'appelle Doug Ettinger, touche à lui seul un salaire de entre 549 000 et 646 000. Ça dépend s'il atteint ses objectifs, parce que ça peut aller jusqu'à 33 % de son salaire en termes de boni de performance, appelons ça comme ça. Alors, chez Post Canada, on dit « Ouais, mais ces chiffres-là, on peut les contester parce qu'il y a Purolator là-dedans. Purolator fait plus d'argent, en fait de l'argent, alors que Post Canada en perd. » Bref, il reste que la démonstration est assez importante que les cadres sont bien payés dans notre société libre. Jusqu'à 10 heures, vous écoutez Lagacé le matin. En remplacement de Patrick Lagacé. Voici Louis Lacroix. Santé Québec entre en fonction dimanche. La Société d'État va devenir l'unique employeur de tous les travailleurs du réseau de la santé, mis à part peut-être les médecins, là, qui eux sont des travailleurs autonomes, mais qui ont comme client l'État. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les usagers du système? Est-ce qu'il y aura un impact visible dès le début? Est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à un médecin plus rapidement? On en parle immédiatement avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Bonjour, M. Dubé. Oui, bonjour, M. Lacroix. Alors, donc, dimanche, à compter de minuit, en fait, samedi soir, dimanche matin, à compter de minuit, le réseau de la santé va devenir Santé Québec. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de monsieur et madame tout le monde? Bien, premièrement, ça va être beaucoup plus clair, M. Lacroix, entre ce que le ministère doit faire quand il fait les grandes orientations. On pense, par exemple, à la prévention, puis à ces choses-là. Alors que Santé Québec est vraiment concentré sur les opérations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de s'assurer qu'il y a vraiment un rattrapage des chirurgies, qu'on va avoir un focus sur les temps d'attente à l'urgence. On parle beaucoup en ce moment de respecter le budget. Il y a beaucoup de règles qu'on a mis dans le projet de loi qu'on a passé il y a 1 an qui vont faire que les gens vont voir une différence au niveau de l'accès. Parce que plusieurs mesures qu'on a mis ensemble au cours des 2 dernières années qui vont converger là, avec l'arrivée de Santé Québec. Donc, moi, je suis très, très confiant que les Québécois vont voir un changement au cours des prochains mois
avec l'arrivée de cette équipe-là. Bon, vous avez parlé de budget. Vous dites que Santé Québec a l'obligation de respecter les budgets. Les 6, en fait, qui présentent les budgets, tout ça, sont obligés de respecter les budgets et de présenter des budgets équilibrés. Comment on va réussir à faire ça? Alors que ce qu'on entend, là, c'est qu'un peu partout, notamment Côte-Nord, Abitibi, tout ça, le Bas-Saint-Laurent, les budgets sont déjà déficitaires de plusieurs dizaines de millions de dollars. Comment est-ce qu'on va obliger ces centres-là à le faire sans couper dans les services? Bon. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Là. Ce qui a été long avec le projet de loi 15 là, qu'on a passé il y a exactement 1 an, c'était de revoir l'ensemble de la loi sur la santé. Puis je vous donne un exemple. Là. Un réseau comme le réseau de la santé, puis là, on parle de budget, là, on dépense à peu près 1 milliard par semaine. C'est 60 milliards par année. Bien, avant, là, les PDG et leur conseil d'administration ne produisaient leurs états financiers qu'une fois à tous les 3 mois avec un mois de retard. Alors, imaginez-vous, là, la première fois que nous, au ministère, on recevait les résultats de l'opération, c'était avec 16 semaines de retard, puis il y avait déjà 16 milliards de dépensés. Alors, un des changements, puis c'est un petit changement, mais qui va avoir un gros impact, est obligé maintenant, à compter du 1er décembre, d'avoir des états financiers mensuels qui sont envoyés à Santé Québec pour s'assurer du respect du budget. Ouais. C'est un très gros changement. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie des Québécois? Non. Mais aujourd'hui, avec du retard, se rendre compte que certains PDG ne respectaient pas, là, ça, c'est pas de la bonne gestion. Mais M. Dubé, quand je vois sur la Côte-Nord, par exemple, on dit que le déficit anticipé, c'est 131 millions de dollars. En Abitibi, c'est 96,5 millions. Au Bas-Saint-Laurent, c'est 34 millions. Comment est-ce qu'on peut couper des sommes aussi importantes sans que ça paraisse dans les services? On coupe où? Dans les outils qu'on a donnés, puis rappelez-vous, M. Lacroix, là, comment on a travaillé fort pour enlever la main-d'œuvre indépendante, ce qu'on appelle les agences privées. Voyez-vous, là, il y a 2 ans, quand on a commencé à faire ce projet de loi-là, puis Dieu sait que je me suis fait critiquer pour ça, ça coûtait 2 milliards par année à l'État. Un peu partout, et principalement dans les régions que vous venez de nommer. Côte-Nord, Abitibi, Gaspésie, Outaouais. Depuis 1 an, là, grâce à ce projet de loi-là, c'est des outils qu'on a donnés à ces régions-là pour s'affranchir, j'ai même dit pour se sevrer des agences. Alors, écoutez, il y en a des outils maintenant. Maintenant, c'est à nous de le suivre puis de s'assurer que les PDG qui ont plus de difficultés que les autres se font aider par des gens à la hauteur de Santé Québec. Il y a des outils maintenant. Puis là, je vous parle de la main-d'œuvre indépendante, mais je vous parle du TSO. Je vous parle d'une foule de mesures qu'on a mis en place. Oui, mais entre autres, sur la Côte-Nord, ce qu'on a dit quand on a dit, c'est bien beau de couper dans la main-d'œuvre indépendante, mais on en a besoin là-bas parce que il manque de personnel au point que vous avez été obligé de mettre des équipes volantes. D'ailleurs, je voyais, là, je ne sais pas si vous allez confirmer ça, mais on dit que Santé Québec va suspendre l'affichage des postes pour les équipes volantes. C'est vrai ou pas, ça? Bien, écoutez, ça serait tout à fait contraire avec le travail qu'on a fait au cours des dernières années. Les équipes volantes sont là pour rester. Il y a beaucoup... Écoutez, M. Lacroix, là, je veux rassurer les Québécois ce matin. Là. Quand on fait des gros changements comme on fait, c'est sûr qu'il y a une résistance au changement. Elle vient des médecins, elle vient des syndicats, elle vient de tout le monde. Tout le monde est d'accord avec des changements, sauf dans leur cours. Alors moi, je vous dis aujourd'hui, on en a mis beaucoup de changements en place. Il faut que ça converge vers un meilleur accès aux patients, puis on va continuer de faire le travail qu'on fait là. Bon. Justement, parlons-en des médecins, parce que là, vous êtes en renégociation avec la FMSQ, la FMOQ, là, les contrats importants, parce que c'est quoi? C'est 8,5 milliards de dollars, je pense, qu'on donne à ces deux fédérations pour payer les médecins, c'est ça? Oui, effectivement, oui. Alors, vous espérez économiser combien dans ces enveloppes-là? C'est pas tellement une question d'économie de ce côté-là, mais c'est de s'assurer que l'argent va au bon endroit. Je vais faire un petit peu de contexte pour que les Québécois comprennent bien, là. En fait, depuis les anciens gouvernements, là, principalement des gouvernements où c'était justement des médecins qui étaient au ministère de la Santé, puis là, je vais être prudent dans ce que je vais dire, on a laissé les droits de gestion, on a laissé les droits de côté à l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le 8,5 milliards, là, le gouvernement, le ministère n'a pas son mot à dire comment cet argent-là est dépensé à l'intérieur de l'enveloppe.
Moi, une des premières choses que j'ai demandé à ma collègue, Mme Lebel, j'ai dit, il faut s'assurer qu'on reprend le contrôle sur des éléments là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple, mettons, des médecins de famille. Les médecins de famille, là, moi, je veux savoir, je vais être capable de diriger plus d'argent vers les soins à domicile, plus d'argent vers les CHSLD. Il n'est pas normal qu'un gouvernement ne soit pas capable de dire, bien, dans votre enveloppe, exemple, des Omnis, il y a 3,5 milliards, y a-tu 30, 40, 50 de cette enveloppe-là que je pourrais diriger vers certains services pour améliorer l'accès. FMSQ, la même chose. Prenez un exemple. Le temps de retard qu'on a pour les consultations, je vous donne un exemple, les dermatologues. Les dermatologues, quand on compare leur rémunération par rapport à d'autres spécialistes, je pense aux radiologistes, par exemple, c'est le syndicat de la FMSQ qui décide du salaire ou de la rémunération de ces gens-là. Le gouvernement n'a rien à dire. Est-ce que c'est normal pour les Québécois d'attendre autant pour un médecin de famille? Est-ce que c'est normal pour un Québécois d'attendre autant pour un dermatologue? Moi, je vous dirais, là, écoutez... Mais vous allez faire quoi? Vous voulez contrôler le salaire qu'on va leur donner, la rémunération? Bien, nous, ce qu'on veut avoir à dire, si un dermatologue n'est pas assez rémunéré, puis il y en a beaucoup qui s'en vont au privé parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, c'est à nous, avec la FMSQ, de dire, il pourrait-tu y avoir des ajustements? Je vous dirais, M. Lacroix, là, même la FMSQ, probablement, aimerait qu'on fasse ce travail-là parce qu'ils ont les données. Mais c'est difficile pour eux de faire l'arbitrage entre les différentes spécialités. Alors, soyons très clairs. Le gouvernement a besoin de reprendre le contrôle sur ces enveloppes-là, ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années. Puis moi, j'ai bien confiance dans ma collègue, Mme Lebel, que même si, puis je le dirais comme ça, ces fédérations-là, ils ont beaucoup d'argent. Puis ils sont capables d'engager des bons avocats, des bons représentants. Puis en langage de hockey, là, des fois, je trouve qu'ils jouent l'horloge ou ils jouent le calendrier. Okay? Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, là, venez à table, on a des gros points à discuter avec vous, que je viens de vous en donner, là. Mettons-nous à table avec Mme Lebel, puis venez régler ça. Bon, ça ne fait pas l'affaire, en tout cas, je lisais la réaction de M. Oliva, le président de la FMSQ, qui n'est pas très heureux là, de vos déclarations. Il trouve que c'est un peu mettre de l'huile sur le feu, là, puis que c'est contre-productif. J'entendais également... Mais j'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. Là. Moi, j'ai dit depuis le début, avec tous les changements que je viens de vous dire, incluant ceux des médecins, pas là pour me faire aimer. Là. Moi, ce que les Québécois ils ont dit, le statu quo n'est pas possible. Les Québécois sont tannés d'entendre. Ils n'en ont pas pour leur argent. M. Oliva, il n'est pas content. Je suis désolé. Là. Moi, j'ai un travail à faire. Bon, la FMOQ, elle, ben là, c'est pas dans l'entente cadre là, avec la Fédération des médecins omnipraticiens, mais la télémédecine, l'entente vient à échéance en décembre. Est-ce que vous allez la renouveler ou encore vous allez exiger vraiment de façon importante là, les baisses de tarifs que vous leur suggérez, mettons, ou en fait, que vous voulez leur faire passer? Moi, je pense que, je l'ai dit clairement cette semaine, M. Lacroix, je pense que même vous étiez à Québec à ce moment-là. Oui. J'ai dit, il n'est pas question qu'on enlève la télémédecine. Je veux juste être très clair. C'est quelque chose qu'on a appris à se servir durant la pandémie. Les gens l'ont apprécié. Alors, c'est là pour rester. Moi, ce que je demande, c'est que, regardez, là, on est en discussion avec eux, justement, aux tables. Ils sortent dans le public pour dire on veut enlever la télémédecine. C'est archi-faux. C'est ça qui est déplorable de la façon dont les représentants de ces deux syndicats-là travaillent. Ça devrait se discuter aux tables. Moi, je vous le dis, la télémédecine est là pour rester. S'il faut... Mais M. Dubé, juste vous dire, pour que les gens comprennent bien de quoi il est question, là, c'est que la télémédecine, avant la pandémie, ça n'existait pas, ou à peu près pas. Là. Et puis, pendant la pandémie, on a dit que ce serait peut-être pratique de faire des rencontres téléphoniques ou par vidéo. Ou par vidéo, oui. Puis, les médecins facturent le même montant que si c'était en clinique, par exemple, que si vous alliez dans leur cabinet. Et vous dites que ces rencontres-là ne sont pas aussi, j'allais dire, efficaces. Parce que vous leur dites, ben si vous faites, par exemple, on va vous facturer à minute que vous passez avec les patients. Alors, ça pourrait aller jusqu'à entre 6 et 10 $ là, selon le temps qu'ils passent avec les patients. Bien, voyez-vous, là, je ne ferai pas la même erreur que la FMOQ. Je n'irai pas négocier sa place publique. Mais je vais vous dire deux choses. Et je l'ai déjà dit.
il y a une grande différence entre une première consultation. Moi, si ma mère appelle pour un nouveau bobo, bien, c'est sûr que ça devrait prendre plus de temps. Ça devrait peut-être être par vidéo plutôt qu'avec un téléphone. Mais si après ça, c'est un rendez-vous de suivi, ça ne peut pas être les mêmes honoraires. Alors, parlons des principes. Nous, on a dit qu'on voulait discuter les honoraires de télémédecine qui sont une bonne chose. Mais il faut regarder qu'est-ce qui fait comme meilleure pratique. On a regardé ce qui se faisait en Colombie-Britannique. Je pense que assoyons-nous à table, puis ayons cette discussion-là, mais sortons de la place publique pour les négos. Mais si, par exemple, vous n'êtes pas entendu d'ici le 31 décembre, est-ce que vous allez dire, on poursuit selon l'entente précédente, le temps de trouver... Ben oui, on l'a fait avec le GAP. Rappelez-vous le chantage que j'avais eu de la FMOQ qui allait arrêter le GAP alors qu'on avait plus de 100 000 rendez-vous par mois. On a trouvé une façon, on a dit pendant un certain nombre de mois, on va continuer et on va s'assurer qu'on peut trouver d'autres solutions. Ça va être la même chose avec la télémédecine. C'est pour ça que je le répète, là, j'ai absolument rien contre les médecins, mais je trouve que des fois, que leurs négociateurs prennent la population en otage, et ça, j'accepterai jamais ça. Bon. Terminons avec Santé Québec. Semble-t-il, selon ce que je lis dans la presse ce matin, que Santé Québec aurait aimé ça être à la table de négociation avec les fédérations de médecins, puis que vous leur avez dit, non, on est capable de se passer de vous. Excusez-moi, je ris, mais c'est pas drôle. Écoutez, quand j'ai vu cette nouvelle-là, écoutez, moi, là, je vais vous dire, j'aimerais ça être à la table de négociation, personnellement. Madame Lebel aimerait ça être à... Imaginez-vous comment j'aurais du plaisir à la table de négociation. Mais il y a un nombre de places limité, OK? Alors, il n'y a pas de demande officielle. Madame Lebel l'a précisé ce matin. Il n'y a pas eu de demande officielle. Moi, l'entente que j'ai eue avec Mme Biron puis Mme Germain, je leur ai dit, je vais vous tenir au courant à toutes les semaines de comment avancent les négociations. Ouais. Et s'il y a des choses qu'on voit qui ne tournent pas correctement, parce que Mme Biron et moi, on a défini le mandat ensemble il y a plusieurs mois. Le mandat dont je vous ai parlé là, tout à l'heure, de ce qu'on attend de ces deux grandes négociations-là, Santé Québec est au courant, mais ils n'ont pas besoin d'être assis à table parce qu'imaginez-vous, c'est déjà compliqué comme c'est. On a des bons représentants, on va travailler ensemble, mais Santé Québec est tenu informé de l'avancement des négociations. Alors, Santé Québec, ça commence officiellement dimanche. Vous faites quoi, vous, dimanche? Y a-t-il une coupure de ruban quelque part? Ou, Non. Je vais essayer de me reposer un petit peu dimanche pour être prêt à retourner en chambre la semaine prochaine. M. Dubé, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, M. Lacroix. Bonne journée. Au revoir. Christian Dubé est le ministre de la Santé. Jusqu'à 10h, vous écoutez Lagacé le matin, en remplacement de Patrick Lagacé. Voici Louis Lacroix. J'en parlais il y a un instant, une nouvelle très importante. On se souvient tous de ce qui est arrivé avec Michel Auger. C'était en septembre 2000. Michel Auger, qui était journaliste à l'époque au Journal de Montréal, qui est maintenant décédé, en 2020. Mais lui avait été victime des Hells Angels. Là, ce qu'on apprend dans le journal La Presse ce matin, c'est que le tueur à gages, Frédéric Silva, qui est maintenant devenu délateur de la Sûreté du Québec, en 2001, pendant son procès pour meurtre, avait mis la tête, littéralement, là, de Daniel Renaud, le journaliste de La Presse, à prix pour une somme de 100 000 $ à quiconque réussirait à le tuer parce qu'il trouvait que la couverture de son procès n'était pas à son goût, finalement, et que ça l'agaçait un peu. Alors, évidemment, c'est une nouvelle très importante parce que ça va directement à la liberté des journalistes de pouvoir écrire sur des sujets importants comme ceux du crime organisé chez nous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça change, toute cette histoire-là? On en parle avec François Cardinal, qui est vice-président information, éditeur adjoint à La Presse. Bonjour, M. Cardinal. Bonjour, Louis. Alors, ma première question, est-ce qu'on peut se tutoyer, François? Ça serait plus simple de même. Bien sûr, bien sûr. La première question... On parle de la confrérie. Exactement. Oui. La première question, c'est au sujet de Daniel. Comment il va? Parce que c'est quand même une nouvelle qui a dû le secouer quand même assez fort. Daniel, c'est un vrai, c'est un vétéran. On le connaît tous comme quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Et donc, il va bien. Mais comme nous, Daniel est ébranlé par cette nouvelle-là. Parce que Daniel ne faisait que son travail, son métier.
Tu sais, Louis, tu disais en ouverture que la couverture qu'il faisait du procès de Frédéric Silva n'était pas au goût de ce dernier, mais j'irais plus loin. C'est que Frédéric Silva n'aimait pas qu'un journaliste couvre son procès, tout simplement. Et donc, en étant les yeux, les oreilles du grand public dans cette salle de cours, a dérangé Frédéric Silva. Et donc, c'était un journaliste, une institution qui dérangeait le crime organisé en quelque sorte. Et c'est ce qui montre toute l'importance de cette nouvelle-là. Ouais. Daniel Renault était visé, mais c'est aussi la presse avec un petit P. Ce sont les journaux, ce sont les institutions démocratiques comme celle que représentait Daniel. Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière, François, pour essayer de comprendre comment ça vient à vos oreilles qu'il y a une prime de 100 000 $ sur la tête de Daniel Renault? Comment vous l'apprenez? Bien, pour ce cas-ci, c'est quand même inusité, là, ça n'arrive pas toutes les semaines. Heureusement. C'est la Sûreté du Québec elle-même qui a avisé Daniel Renault il y a 2 ans, l'automne 2022, après avoir recueilli donc les aveux de Silva. Et donc, ça fait 2 ans qu'on a de l'information. Évidemment qu'on s'est interrogé sur le fait de publier l'information, de quelle manière on le fait. On veut pas non plus avoir l'air de dire que tout ça est plus grave parce que c'est un des nôtres. Et donc, on s'est interrogé pendant 2 ans. On a choisi d'attendre que le témoignage de Silva commence à fuiter en public. Puis, à la lumière d'informations récentes, on a choisi de rendre publique l'information nous-mêmes. Et on s'est demandé si c'était un juge, par exemple, si c'était Fadi Daguerre à la tête du SPVM qui avait été visé, est-ce qu'on le jouerait de la même manière? Et la réponse est oui. Et c'est pour ça qu'on sort ça de cette manière-là ce matin. Bon. Ça sous-tend plein de questions, là. D'abord, cette question du crime organisé, en temps normal, les journalistes, il y a une espèce de code chez les journalistes qui dit que quand tu couvres des faits divers, en fait, les affaires judiciaires ou le crime organisé, tu touches les criminels, mais généralement, tu laisses les proches de côté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de code là, qui dit les gens qui n'ont pas d'affaires dans l'histoire, mets-les pas dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis Daniel a respecté scrupuleusement cette règle-là. Je dirais que c'est un peu ce qui rend la chose aussi surprenante et troublante parce que le crime organisé a aussi ses règles. Puis c'est intéressant parce que tu as remarqué comme moi, Louis, que depuis quelques années, on parle des têtes brûlées dans le monde criminel en disant « Ah, c'est plus comme à une autre époque où on respectait des règles ». Mais là, l'histoire dont on parle ce matin, là, c'est vraiment le crime organisé lui-même. Ce sont les têtes dirigeantes qui ont décidé de mettre la tête de Daniel Renault à prix. C'est pas un jeune criminel impulsif, là. Ou un gang de rue, par exemple, dont on dit qu'ils sont difficiles à tenir parce qu'on ne sait jamais leur réaction. Là, c'est vraiment des gens qui étaient dans une espèce d'organisation organisée, justement, là. Exactement. Puis Frédéric Silva, dans ses extraits, dans les aveux, qu'on a consultés, disait que Daniel Renault, il en était tanné, puis qu'il allait s'arranger avec ça. Et ses acolytes, si on veut, dans le monde criminel, aimaient pas beaucoup l'idée de cibler un journaliste, parce que c'est quelque chose qui est rarissime. Tu parlais tantôt de Michel Auger, on peut parler de Jean-Pierre Charbonneau aussi. Mais ce sont des cas rarissimes. Et à la fin, les acolytes de Frédéric Silva ont simplement dit, ben écoute, fais comme tu veux, on est avec toi dans cette décision-là. Et donc, il y avait une sorte de consensus sur l'idée de mettre la tête de Daniel Renault à prix et 100 000 $ a été offert à des tueurs à gages pour le tuer. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi finalement ça s'est pas fait? Heureusement d'ailleurs, là. Mais parce que tu dis il y avait un consentement, il y a des gens qui ont dit OK, parfait, on est avec toi, mais le résultat, c'est que ça n'a pas été exécuté, cette espèce de mandat. Exactement. En fait, ce qu'on sait, c'est que 2 mois plus tard, Frédéric Silva lui-même a décidé de lever le contrat en disant qu'il y avait d'autres priorités à ce moment-là. Et donc, ils sont simplement passés à autre chose. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas, la police nous en assure, il n'y a pas de menace active qui pèse sur Daniel Renault. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme journaliste, comme communauté journalistique, par exemple,
là, on le dénonce, là, puis je pense que c'est la première chose à faire. Mais à part ça, est-ce que les journalistes doivent changer leur façon de travailler à la suite d'une menace comme celle-là? Est-ce que, au contraire, les journalistes doivent en faire davantage? Qu'est-ce qu'on fait? C'est intéressant. En fait, je dirais qu'il y a deux réponses à cette question-là. Le premier, c'est que je ne crois pas qu'il faille rien changer, justement. J'espère que cette nouvelle-là ne va pas décourager un seul journaliste ou un seul jeune qui souhaite rentrer dans le métier. Au contraire, si, en montrant l'importance de notre métier, comme on le fait avec cette nouvelle-là ce matin, on suscite des vocations, on donne envie à des gens de faire notre métier et même de couvrir les affaires judiciaires, bien, je trouverais qu'il y aura eu un gain à cette histoire-là. Cela dit, on a une responsabilité, Louis, en tant que responsable de journalistes de salles de nouvelles pour la sécurité, évidemment, physique et mentale de nos journalistes. Et de ce point de vue-là, ce que je constate, c'est qu'on a fait beaucoup de chemin dans les dernières années, dans les dernières décennies. Je me rappelle d'autres époques où tout ce qui était sécurité psychologique, on n'y prêtait pas tellement attention, alors qu'aujourd'hui, non seulement on sait qu'on doit assurer la sécurité physique dans un monde où il y a de plus en plus de menaces, où il y a de plus en plus d'extrêmes, mais aussi on a mis sur pied, par exemple, à la presse, un comité de soutien psychologique au travail qui est là en permanence pour aider les journalistes dans une telle situation. Donc, j'espère qu'à la fin, il n'y a personne qui va sortir de là plus ébranlé qu'il l'est juste en prenant connaissance de la nouvelle. J'avais un questionnement tout à l'heure, ce matin, quand je prenais connaissance de ça, parce que là, la raison pour laquelle on sait que Daniel Renault a été visé par un contrat, c'est qu'il s'est ouvert, Silva, aux policiers de la Sûreté du Québec. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des contrats probablement qui existent sur la tête de certains journalistes sans qu'on le sache ou qui ont existé sans qu'on le sache? C'est possible. Et ce genre de menace-là fait partie intégrante du métier. Mais en même temps, si aujourd'hui on y accorde une telle importance, si tu m'as appelé, Louis, pour qu'on s'en parle ce matin, c'est aussi parce que c'est rarissime, parce que ça arrive, que c'est quand même assez inusité. Et donc, j'espère que s'il y en a, ils sont très rares et qu'ils ne se traduiront jamais dans les faits. Là. Mais toi et moi, on sait qu'on vit actuellement, les journalistes, mais aussi les personnalités publiques, les politiciens, etc., dans une période où il y a de plus en plus d'intimidations qui viennent des médias sociaux, qui sont faites souvent par des kidams, etc. C'est pas une période glorieuse là, ni pour le journalisme, ni pour la fonction d'élu, par exemple, tout ça. On a l'impression qu'on vit dans une période où les gens se sentent libérés d'insulter à peu près tout le monde. C'est tellement vrai, Louis. C'est intéressant que tu me poses la question parce que j'en ai souvent parlé avec celui que tu remplaces ce matin, Patrick Lagacé, parce que la décision qu'on a prise à la presse et les chroniqueurs, les journalistes la respectent, c'est de déposer des plaintes à chaque fois qu'il y a des menaces qui franchissent une ligne rouge. Et on le voit de temps en temps, il y a une petite nouvelle dans les médias qui disent « Ah, tel troll qui a menacé tel journaliste a été reconnu coupable ». Il faut le faire, et il faut le faire sans relâche pour montrer que ces menaces-là ne sont pas anodines et ne pas les banaliser avec le temps. Et c'est ce qui arrive malheureusement sur les réseaux sociaux. François Cardinal, merci beaucoup et à toutes nos pensées à Daniel Renault. Merci d'avoir été avec nous. Tout à fait. Merci pour l'invitation, Louis. Au revoir. François Cardinal est vice-président information, éditeur adjoint au journal La Presse. J'ai envie de poser la question, c'était pas prévu, mais en fait, c'était prévu qu'on fasse l'entrevue avec Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, procureur général du Québec. Bonjour, Simon-Jolin Barrette. Bonjour, M. Lacroix. Alors, vous avez pris connaissance de ça. Vous, comment vous réagissez comme ministre de la Justice face à une nouvelle aussi importante que celle concernant Daniel Renault? Bien, écoutez, c'est très préoccupant. Et puis, vous savez, le pouvoir médiatique, les journalistes sont extrêmement importants dans notre démocratie afin de pouvoir informer le public et faire leur travail. Alors, c'est une atteinte, je vous dirais même, à l'État lorsqu'on a la tête d'un journaliste qui est mise à prix par le crime organisé.
c'est une situation qui est complètement déplorable et vous savez, qui est préoccupante. Parce que, comme c'était à l'époque de la guerre des motards, où il y a des gardiens de prison qui avaient été attaqués, le rôle des journalistes est tout aussi fondamental, justement, en matière de crime organisé, pour informer la population, pour sortir des histoires. Alors, les forces policières sont là pour assurer la protection des individus et clairement, dans notre société, c'est pas ce genre de comportement-là qu'on veut. Et je pense que vous faites bien d'en parler et de le dénoncer, de le dire haut et fort, parce que le climat d'intimidation qui règne n'est pas approprié dans notre société. Exactement. Mais on voulait vous parler, M. Jolin Barrette, ce matin, parce que hier a été adopté le projet de loi 73 qui vise à contrer le partage sans consentement d'images intimes et aussi améliorer la protection en matière civile des victimes de ça. Alors, c'est un projet de loi important hier que vous avez passé. Bien, tout à fait, M. Lacroix. Ça fait en sorte que désormais, et ça touche beaucoup les adolescents, le partage d'images intimes, donc nus, partiellement nus ou pratiquant un acte sexuel, désormais, bien, on va avoir une ordonnance très simple, un formulaire en ligne disponible pour faire en sorte qu'un juge de la Cour du Québec puisse ordonner de retirer l'image, de la détruire ou même de la désindexer. Parce qu'on sait que avec les textos, les messageries, avec Internet, ça circule tellement rapidement puis ça peut briser des vies. Alors, on a pris un projet de loi pour faire en sorte de donner des outils aux personnes victimes pour faire retirer l'image extrêmement rapidement. Puis il y a environ 20% des jeunes au secondaire qui ont reçu une image intime d'une personne qui n'y consentait pas. Alors, ça fait vraiment œuvre utile. C'est un processus simple qui va permettre justement d'assurer aux personnes victimes que l'image ne circule pas ou qu'elle soit détruite. Et les peines sont importantes là, pour les contrevenants. Là. Je voyais des peines qui vont de 500 à 50 000 $ par jour si on ne retire pas. C'est très contraignant, là. Ben oui, on a donné des dents à la loi parce que c'est un fléau social. C'est un fléau social, puis vous savez, il y a eu des cas malheureux, notamment d'adolescentes qui ont commis l'irréparable à cause que leur image circulait. Alors, c'est très sérieux, puis il faut envoyer un message très clair dans notre société, puis faire œuvre pédagogique aussi de dire, bien, premièrement, c'est une infraction criminelle, mais deuxièmement, il faut pas niaiser avec ça, puis c'est pas un comportement qu'on veut de la part des individus que l'image de quelqu'un soit véhiculée. Alors, oui, des peines sévères, même allant jusqu'à 18 mois d'emprisonnement, si jamais l'ordonnance n'est pas respectée. Pour une personne physique, c'est 500 à 5 000 $ par jour. Pour une compagnie, 5 000 à 50 000 $ par jour. Et il y a des outils très fermes pour justement que la loi soit respectée. Bon, je voyais que le non-respect d'une ordonnance civile va devenir maintenant une infraction criminelle. Est-ce que ça prend une modification au code criminel pour ça, ou si le Québec pouvait agir de façon autonome pour que ça devienne criminel? On a agi d'une façon unilatérale, donc c'est possible de le faire. Il y a un mécanisme législatif pour le faire. Donc, pour aux auditeurs, l'ordonnance civile de protection, c'est déjà prévu dans le code pour faire en sorte qu'une personne puisse aller chercher à la cour une ordonnance qui dit, supposons, ne vous approchez pas de notre domicile ou ne pas harceler quelqu'un qui est au travail. Souvent, c'est dans le cas d'ex-relation conjugale, donc un ex qui est harcelant avec madame qui a fait de la violence conjugale. Donc, désormais, on a diminué le critère pour obtenir l'ordonnance civile de protection. Ce n'est plus le fait d'être intimidé, harcelé, mais c'est la crainte de l'être, que la vie, la santé, la sécurité de la personne est en danger. Donc, on a diminué le critère pour que ce soit plus facile pour la victime. Et également, on a fait en sorte que ça soit plus à la victime de faire respecter l'ordonnance, parce que vu que c'était du civil auparavant, ça allait aller en outrage au tribunal. Désormais, la victime dont l'ordonnance n'est pas respectée par l'ex-conjoint, supposons, va pouvoir appeler la police et on le traduit en infraction criminelle en faisant en sorte que le seul recours possible, ben, ça soit une ordonnance criminelle. Alors, les policiers, on vient enlever un fardeau sur les épaules des victimes pour faire en sorte que ce soit les policiers qui puissent s'en occuper. Et on veut que le recours soit davantage utilisé pour justement faire en sorte que les personnes victimes dans le système de justice n'aient pas peur d'aller témoigner, se sentent en sécurité et qu'on ait des outils pour elles. Ça va de pair avec le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale qu'on a mis. Et dans le projet de loi qu'on vient d'adopter, justement, toutes les mesures qu'il y avait en matière de violence sexuelle et conjugale, on a amené ça en matière civile, en matière familiale, parce que c'est pas vrai que la violence conjugale arrête uniquement en matière criminelle. Souvent, les gens ils ont des enfants ensemble, ils se ramassent à la cour en matière familiale et il faut faire en sorte qu'il y ait des mesures de protection pour le télétémoignage, témoigner d'erreur auparavant, un chien de soutien, une personne de confiance qui vient nous accompagner. Donc, on modernise le système de justice. Bon, vous avez hâte de parler de Constitution, M. Jolin Barrette?
Ben, écoutez, on a un rapport qui a été déposé par Sébastien Proulx et Guillaume Rousseau avec 6 membres du comité, les coprésidents. Un très bon rapport sur le fait que c'est une posture constitutionnelle que le comité nous propose à l'État québécois de faire en sorte que le Québec peut faire des gains pour lui-même et par lui-même. Et on ne doit pas attendre avant de défendre les intérêts du Québec au sein de la Fédération canadienne. Donc, écoutez, il y a une belle feuille de route qui est suggérée. J'analyse le rapport présentement, mais une des recommandations fortes, c'est la Constitution du Québec, donc de créer une Constitution du Québec. Ce sont des avenues qui sont intéressantes et je suis présentement en train de les étudier. Alors, possible que ce soit déposé d'ici la fin du mandat? Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que on vous avait demandé de déposer un projet de constitution d'ici la fin du mandat. Ben, écoutez, M. Lacroix, je vais analyser le rapport et puis on verra si vos sources sont fiables. D'accord. Merci beaucoup. Merci, M. Lacroix. Bonne journée à vous. Au revoir. Simon-Jeanin Barrette est ministre de la Justice. Jusqu'à 10h, vous écoutez Lagacé le matin, en remplacement de Patrick Lagacé. Voici Louis Lacroix. Ça fait exactement 2 semaines aujourd'hui que les 55 000 travailleurs syndiqués de Poste Canada sont en grève. Les 2 parties sont encore loin d'une entente, d'autant que le syndicat reproche à la direction d'avoir mis à pied des employés parce que la convention collective n'est plus en vigueur pour les protéger. Yannick Scott est porte-parole francophone du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Bonjour, M. Scott. Bonjour, M. Lacroix. Alors, cette semaine, ça allait pas bien en table de négociation. On a même décidé de faire une petite pause parce que les relations n'étaient pas très bonnes. Ça a repris. Ça se passe comment en ce moment? Bien, ça n'a pas tout à fait repris, on dirait, malheureusement. Comme le mentionnait le ministre McCannon, il a été très clair dans ses sorties médiatiques qu'on croit qu'il n'y aurait pas de loi spéciale, qui était frustré un petit peu de la lenteur des discussions et qu'il y aurait seulement la négociation qui permettait de régler les problèmes de fond parce qu'ils sont vraiment de fond. Donc, du côté syndical, nous avons très bien entendu le ministre et nous sommes prêts à revenir à la table de négociation, mais pour se faire... pour danser le tango, si vous me permettez une image, il faut être 2 et malheureusement, la balle est dans le camp de Poste Canada. On attend un petit coup de fil de leur côté pour revenir à la table. Bon. Parlez-moi là, des mises à pied des employés. Qui sont ces gens-là qui ont été mis à pied? Bien, il y a une espèce de mystère qui plane autour de ces employés-là parce que depuis plusieurs jours, on reçoit des téléphones un peu partout au pays de gens qui disent qu'ils ont été mis à pied de façon temporaire. D'autres nous disent qu'ils ont été mis à pied de façon permanente. On essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe parce qu'on a demandé des informations et on ne donne aucune information à savoir qui sont-ils, combien sont-ils, quel type d'emploi qu'ils sont, sur quels critères ils sont basés. Mais une chose est sûre, c'est que ces gens-là ont été avisés comme quoi qu'ils étaient mis à pied et qu'un relevé d'emploi leur serait envoyé dans les plus brefs délais. Mais comment on peut faire ça? Parce que même s'il y a une grève, les conventions collectives continuent? Bien, le Poste Canada, il ne faut pas oublier qu'il y a 2 semaines, lorsque le syndicat a déclaré la grève? La grève était à la suite d'une intervention de Poste Canada sur la table de négociation le jeudi auparavant, où il nous avait avisé qu'il changerait nos conditions de travail dès le lendemain, qu'importe ce qui se passait. Okay. Donc, c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres. Et en changeant nos conditions de travail, ils nous ont avisé qu'ils nous mettaient sur le code canadien, chose qui leur permettent, selon leur dire, de faire un petit peu ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas juste les employés qui ont été mis à pied. Les assurances des gens ont été annulées et là, on a des membres qui ont des maladies graves, des cancers, qui ne peuvent pas se faire rembourser des médicaments de plusieurs milliers de dollars qui permettent de survivre. Ah oui, hein? Moi, ce que j'avais entendu du côté patronal, c'est qu'on ne croyait pas que vous pouviez demeurer longtemps en grève, étant donné que votre fonds de grève est très, très bas. Est-ce que c'est vrai, ça? Absolument pas. Je ne sais pas d'où provient cette information-là. C'est sûr que présentement, on ne se le cachera pas, il y a peut-être un petit jeu de guéguerre qui a lieu pour mettre de la pression sur les travailleurs qui nous ont donné un mandat extrêmement fort pour la grève. On parle de 95 %. Nos gens sont déterminés à rester sur les lignes, mais ils sont aussi déterminés à revenir au travail lorsque les conditions le permettront. Mais ça paye combien faire du piquetage?
Le pitage, on parle, ce n'est pas des fortunes, on parle d'une $50 par journée de greffe. Ça veut dire 50$ pour aller faire du pitage par jour. C'est pas cher, là. C'est pas beaucoup d'argent, là. Ça fera pas des gros cadeaux à Noël, là. C'est vrai, donc les prestations de fonds de greffe sont pas énormes. Ce sont des décisions qui ont été prises en congrès par les membres et on ne fait que suivre les statuts nationaux qui régissent l'allocation. Ouais. C'est sûr que, comme je le disais, c'est pas des millions, mais c'est ce qui a été prévu par nos membres lors des congrès du syndicat. Je voyais un article du Droit ce matin qui fait état du salaire, en fait, des cadres, autant à Poste Canada qu'à Purolator. Là, on parle de 15 millions de dollars en 2023 pour les cadres. C'est beaucoup d'argent, hein? Je ne saurais quoi vous répondre. Cependant, dans la présente situation où est-ce que l'entreprise, on nous demande de la flexibilité, on nous demande des sacrifices, c'est un petit peu enrageant comme travailleur de voir les montants qui sont attribués là, à la haute direction. Là. C'est rien pour aider, je dirais, là, dans le cadre de nos négociations. M. Scott, merci beaucoup et bonne chance dans cette négociation. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Yannick Scott est porte-parole francophone du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. Faut qu'on se parle de Simone. Simone. Votre nièce. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un moufette! Idéalement, il veut rentrer chez lui le plus rapidement possible. Alors, ce que vous entendez, c'est un extrait du film Mademoiselle Bottine, dont on entend juste des critiques positives. C'est vrai. Faut pas toutes les croire. Non. Les critiques, ce sont et les négatives et les positives. Mais moi, je vous le dis, je suis bien fier du film. Ça, faut me croire, par exemple. Alors, vous reconnaissez bien sûr Antoine Bertrand. Bonjour tout le monde. Qui est un des protagonistes de ce film. Comment c'était travailler avec la moufette? Non, c'est pas vrai. Mais elle puait, la moufette, Antoine. C'est la première fois qu'on me pose la question. Mais là, à ce moment-là, il fallait inviter Marguerite Laurence parce que c'est elle qui a été vraiment la dresseuse, l'accompagnatrice de la moufette. Ben, tout ce que vous pouvez vous imaginer qui peut arriver d'un tournage avec une moufette, c'est ça. Ah oui? Hein? Ouais. Il n'y a pas de surprise. Ça vient avec... Ça vient avec une odeur, un musc, en fait. J'ai su d'où ça venait, le musc, l'odeur, le mot musc, parce que ça vient de muscadet, qui est la famille qui regroupe moufette, blette et tout ça, tu sais. Ouais. Mais bon, sachez que tout de suite après le tournage, nous l'avons euthanasié, fait que c'est une de moi. Mais pour la petite histoire, le premier matin du tournage, vraiment, le premier matin du tournage, puis vous le savez, ça commence tôt, on s'en va à Saint-Jacques-le-Mineur, puis le soleil n'est pas encore levé, puis j'en ai vu une écrasée. Là, t'as dit, j'espère que c'est pas celle que... Ben, en fait, j'ai dit, j'espère que c'est pas en note. Ça, c'est sûr. Mais j'ai aussi, dit, j'espère que c'est pas un présage pour ce qui s'en vient. Ah, oui. Mais non, finalement, écoute, tout s'est bien passé. Bottine est là, est toujours là, est au refuge, j'imagine. Bon. Là, mais bon... Mais je faisais des blagues parce qu'évidemment, on t'a vu beaucoup avec Marguerite, d'ailleurs, dans à peu près toutes les entrevues que t'as faites. Ouais. Quelle petite fille brillante. Elle a une espèce d'étincelle dans l'œil. On le voit assez rapidement à son contact, tu sais, puis l'autre jour, on est tout le temps ensemble, là, ces temps-ci, puis on était en taxi, puis à Québec, puis elle était derrière avec le reste de l'équipe, puis moi, j'étais assis devant parce que, en taxi de groupe, on me met en avant. Pourquoi? Personne ne veut partager une banquette arrière avec moi. Et on s'est stationné devant l'hôtel, et le chauffeur de taxi m'a dit elle est douée, la petite. Ah ouais. Là, j'ai dit ouais, hein? Il dit ah oui. Elle réfléchit avant de parler. On le comprend juste avec les questions qu'elle pose. Tu sais. Est-ce qu'elle dit ça de toi aussi? Le chauffeur de taxi. Tu réfléchis avant de parler. Il est doué, le petit. Non, moi, il me dit genre, scrape-la pas. Fais-y attention. Va pas y jouer dans la tête. Non, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a, je crois, fait avec elle. C'est... Dominique, James, qui a repris la fête, c'est un gars de famille, Yann Lanois de Turgeon.
Excusez-moi, je suis assez ému ce matin parce que le film sort. Ouais. Puis je pense à ça, je pense à l'après, je pense aux pièges qui peuvent être là pour elle, tu sais. Puis j'ai envie de lui dire qu'on est là, tu sais, puis qu'on va toujours être là aussi. Ouais. Parce qu'on le sait, là, tout le monde, toutes les portes vont être ouvertes, tu sais. Puis c'est pas nécessairement de toutes les ouvrir, mais c'est d'ouvrir les bonnes. Puis c'est pas nécessairement de... Puis les gens qui... On le sait, c'est un métier qui... Souvent, on pense à nous, puis on pense à ce qu'on a à vendre, tu sais. Ouais. Tant les médias que nous, comme Saltimbanque. Et donc, les gens qui... Ils peuvent avoir l'air de tes amis, tu sais. Fait que c'est... Mais juste le fait qu'on se préoccupe de ça, je pense qu'on est à la bonne place. Ouais. Puis tout ça, puis on fait confiance à l'intelligence de cette petite-là et à ses parents qui sont intelligents aussi et qui veillent au grain. Ouais. Mais ça a été une expérience humaine formidable. Ouais, ben, on sent que tu as vraiment un lien avec elle. Là. Pauvre elle. Elle est pognée avec moi là. Pour la vie, tu sais. Ouais. Ben, chanceuse, en quelque part, d'avoir des gens qui vont tenter au moins de la protéger puis de l'aider parce que le milieu peut être difficile par moment. Exactement. Ouais, peut être ingrat aussi. Puis il y a des gens qui ont besoin, tu sais, je veux dire, il y a une question de... C'est une business aussi. Ça l'est, et la business, c'est pas l'histoire des enfants. Ouais. C'est nous autres, ça, la business. Ouais. Nous autres, à travers notre business, on essaye de garder notre cœur d'enfant le plus possible puis de rester vrai. Mais on se compte pas de menterie. On est tous là un peu on a tout quelque chose à vendre. Ouais. On regarde une demi-heure de TV, il y a 8 minutes de pub, puis il y a des bandeaux pendant les scènes cruciales. Fait que faites-nous pas croire qu'on n'est pas là pour vendre de quoi. T'sais. Exact. Mais c'est pas la responsabilité des enfants de vendre quelque chose. Mais déjà, parce que le film tient beaucoup sur ta performance, celle de Marguerite également. Tu l'avais vu dès le départ. Tu as participé à la sélection de... Je suis arrivé sur le tard, mais c'est à peu près toujours comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une première ronde d'audition, une ou deux, puis après ça, selon... après ça, on arrive, mettons, le rôle qui est déjà là, arrive pour faire quelques scènes avec la partenaire pour ce qu'ils appellent genre des tests de chimie, mettons. Assez rapidement, là, tu sais, déjà, on avait vu le talent d'actrice, puis même filmé en vidéo dans un local boboche d'audition, elle avait cette qualité-là. Et cette qualité-là aussi que tu as ou que tu n'as pas, c'est-à-dire, tu veux savoir ce que cette fille-là va vouloir faire après. Tu sais, elle nous attire, elle a du charisme, elle a du talent, puis on veut la suivre dans le voyage qu'elle entreprend. Puis après ça, quand on s'est rencontrés, ça s'est pas fait tout de suite. Je veux dire, on s'est bien entendu, mais il faut apprendre à se connaître dans la vie. Puis même, je dirais, au tournage, on a été des partenaires de travail. T'sais. Son ami, c'était pas moi. Son ami, c'était la maquilleuse. Elle avait plein d'amis. C'était Matteo Membrano, qui est formidable, qui fait son ami. Il était comme cul et chemise ensemble, puis c'était pas moi son ami. Moi, j'étais un collègue avec qui elle avait du fun. T'es un adulte. Puis, Mais après, avec tout ce qu'on a fait, tu sais, puis qu'on est sorti, puis la promo, puis tout, j'ai senti que là, on est devenus des amis parce que là, tout d'un coup, des fois, elle était nerveuse, c'est normal. On est tous nerveux. Moi-même, je suis nerveux. Ça fait 20 ans que je fais ça. Puis j'ai l'air d'avoir du bagou puis d'être tout le temps solide dans mes bottines, mais je suis toujours nerveux. Mais quand elle a senti que j'étais là pour elle, tu sais, là, j'ai senti que, là, on est en train de devenir des chums. Ouais. Es-tu attiré par les enfants? What the hell? Non, mais je veux dire... C'est quoi? Attends un peu, là. Écoute, je vais te donner une chance de la reformuler, celle-là. Louis! Hey, t'es pas à l'Assemblée nationale, là, Louis, là. Non, mais écoute, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont naturellement... qui ont une facilité avec les enfants. Facilité d'approche. Aucunement. Moi, j'ai pas une facilité avec les enfants. Je te non, dis moi non plus. Puis ça a l'air niaiseux, mais quand on a l'air de ce qu'on a l'air, Louis, les enfants, ils viennent pas tout de suite vers nous, tu sais, parce que, bon, moi, je mesure 6 pieds 2, je pèse 300 livres, j'ai une grosse barbe. Puis même en tournage, tu sais... la barbe est plus grosse que la sienne. Elle est plus grise aussi. Cassé. Mais non, tu sais, Starbucks, ça s'était très mal passé. J'avais 4 enfants, j'en ai fait pleurer plusieurs. Mais plus je vieillis, on dirait, mieux ça se passe parce que
je comprends, j'ai pas d'enfant dans la vie. Fait que déjà là, ça, c'est... Tu sais, si j'en avais, probablement que je comprendrais qu'à un moment donné, tu peux pas les garder à broil tout le temps, puis après ça, lui demander d'être calme. Là. Si toi, c'est toi qui les as provoqués en lui donnant du chocolat, puis en étant le mononcle fun, ben après ça, accepte que quand toi, tu veux avoir la paix, ça se peut que le jeune, il soit après toi, tu sais. Mais non, moi, j'aime bien... j'ai une filleule, tu sais, avec qui j'ai un super contact, tu sais, puis ça me suffit, tu sais. J'aime ça être parent, genre, à coup de 15 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu l'as été pendant 33 jours environ. Ça a été la durée. Oui, mais après, quand la journée est finie, tu sais, elle s'en va chez eux, puis moi, je m'en vais chez nous. C'est le meilleur des deux mondes. Hein? Quelle joie. Moi, je suis grand-papa, puis c'est exactement la même affaire. Tu t'occupes des enfants, puis quand ça pleure, t'appelles les parents. Ouais, bon.